Avant qu'on arrive à faire une planète B avec Elon Musk, on aura eu le temps de mourir 3 fois. On a 90% aujourd'hui de nos concitoyens qui pensent que c'est aux grandes entreprises et aux marques d'agir. Il y a des grands problèmes. Qui va résoudre les grands problèmes ? Les grands acteurs. On se dit, ces grandes entreprises-là qui passent leur temps à nous montrer qu'elles sont grandes, puissantes et internationales, on attend d'elles qu'elles aillent résoudre les problèmes qui sont grands, puissants et internationaux. Parce qu'on met un grand sauveur face à un grand problème. Le regard de l'autre qui change quand tu te retrouves handicapé. Je pense que ce regard-là, il est principalement lié à une forme de gêne, aussi de l'inconnu. Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de recevoir Frédéric Mazella. Il fut successivement fondateur de Blablacar, la célèbre licorne de covoiturage, coprésident de France Digital, fondateur de Dift, anciennement Captain Cause, sa nouvelle entreprise passionnante. On a parlé d'entrepreneuriat et de responsabilité des entreprises vis-à-vis des grandes causes qui nous préoccupent tous au quotidien. Frédéric nous a pitché son nouveau projet d'entreprise, Dift, qui a déjà tout d'une nouvelle licorne, capable de changer le monde. Vous l'aurez compris, un épisode riche en enseignements, tant sur l'aspect entrepreneuriat que sur l'humain. Ne partez pas avant de vous abonner. Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour Virginie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On est dans le Paris Santé Campus, qui est un projet qui tient vraiment à cœur au président de la République Emmanuel Macron, qui souhaite en fait que la France devienne un leader en termes de santé numérique. Et pour la première fois, dans un même lieu, on a des institutions publiques et des structures privées. On a une 60aine de startups justement dans les domaines de la recherche, du digital ou encore de l'intelligence artificielle. Donc Frédéric, fondateur de Blablacar, on ne te présente plus, également cofondateur d'une nouvelle société qui s'appelle Captain Cause et qui va être renommée, qui a été renommée Dift. Oui, tout à fait. Et également nommé justement à la tête de France Digital, qui est une plateforme en fait. C'est pas une plateforme, c'est un think tank et à la fois un lobby d'éducation autour du numérique. Donc, on a 2000 startups qui sont membres et puis une centaine d'investisseurs, dont le but est de vraiment bien comprendre ce qui se passe dans le numérique et puis faire en sorte qu'on arrive à avoir toute notre législation qui évolue dans le bon sens pour justement aider l'innovation, aider la tech, aider la France aussi à justement avoir une place sur l'échiquier mondial dans ce domaine. D'accord. Et Xavier Niel dit de toi que tu es la plus grande star de l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut savoir de toi hors côté professionnel? Qu'est-ce qui te définit et qu'on ne peut pas trouver sur Internet, justement? J'espère que j'ai de l'humour. Non, je dirais ça à la fin. Je sais pas. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, déjà, le mot star, il est un peu... alors, il est sympa, mais il est étonnant. Je suis très content que Xavier Niel apprécie à la limite, de cette manière-là, ce à quoi je peux contribuer. J'apprécie beaucoup tout ce qu'il fait pour l'écosystème. Je pense que Station F, c'était notamment vraiment une étape, un jalon très très fort dans l'importance que la France peut avoir au niveau de l'innovation avec les startups. Après, qu'est-ce qu'on peut savoir? Que je suis quelqu'un d'assez accessible, ce que me disent tous les gens. Enfin, moi, je suis le même. J'ai pas de personnage différent suivant les occasions. Je suis tout le temps Fred, tout le long. Voilà, et que ce qui me motive, c'est d'essayer d'être utile. Voilà, je peux dire ça déjà. C'est une super transition avec ma prochaine question. C'était savoir ce qui te motivait au quotidien et si, par exemple, des valeurs personnelles t'avaient influencé justement dans ton parcours entrepreneurial. Des valeurs personnelles ou d'éducation, oui, je pense que déjà j'adore apprendre, j'aime être challengé. Donc si j'apprends pas, je me fane. D'accord. Si je n'interagis pas avec des gens aussi, je me fane. Pareil. J'ai un grand besoin d'interagir tout le temps avec des gens, de réfléchir avec des gens, d'exposer des sujets et puis de converger vers probablement ce qui est une solution plus acceptable par tout le monde et de voir des différents points de vue et puis d'arriver sur
quelque chose qui marche. Je pense d'ailleurs que quand on est entrepreneur, c'est ça la grande clé et la grande difficulté aussi, c'est de réussir à rendre son idée compatible avec le monde qui nous entoure. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut la partager. Et il faut se rendre compte à quel point elle est pas compatible avec tel ou tel comportement, telle ou telle personne ou telle attente. Et comment on va la transformer pour que justement elle corresponde à ce qui peut exister et qui peut être désirable dans le monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment relier l'idée, la vision à la réalité. C'est une forme de pragmatisme. Et ça passe par beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens. Donc voilà, et ce qui me motive tous les matins quand je me lève, c'est d'imaginer que entre ce qui me sépare du matin et du soir, j'aurais avancé un petit peu vers être un petit peu plus utile à mon entourage. Et ça me rend très heureux. Je sais que par exemple pour Blablacar, le moment où j'ai été le plus heureux, je crois, sur toute la croissance de Blablacar, c'est un jour où j'étais à une terrasse de café et que il y avait 2 personnes à la table d'à côté qui sont rejointes par 2 autres personnes qui arrivaient direct de Bruxelles, et elles avaient utilisé la nouvelle app mobile sur laquelle j'avais passé mes journées, mes nuits, mes week-ends à designer tous les écrans, et qu'ils disent à leurs interlocuteurs: oh, on a découvert un truc de dingue, voilà, on arrive de Bruxelles, on a payé 20 balles et notre conducteur, c'était un guitariste, et puis là il a un concert juste après, on va aller le voir jouer, et après ils font une démo de l'app Incroyable. en regardant, enfin en montrant l'app à leurs copains, en leur montrant comment ça marche, comment on réserve un trajet sur Blablacar, quoi. Donc un vrai... Qui s'appelait pas encore Blablacar d'ailleurs, on s'appelait covoiturage.fr à l'époque, et l'appli elle-même s'appelait même Commuto, enfin on avait plusieurs noms, bref, on pourra parler de marque un peu plus tard, mais c'est bien d'unifier tout ça, donc on a tout unifié sous Blablacar. Et là moi je me disais donc là je leur ai vraiment rendu service, ils sont vraiment contents. Ouais, c'est un feedback gratuit, spontané, enfin c'est... Puis là, ils faisaient la démo du produit mieux que moi. Puis alors là, tu te dis, c'est bon, j'ai plus rien à faire. C'est bon, c'est intuitif. Les clients vendent eux-mêmes le produit à leurs copains, donc ça va bien se passer. C'est vraiment génial. Et tu parlais d'un guitariste qui avait voyagé avec Blablacar. Il y en a plus d'un. Voilà. Des milliers. Et donc, toi, tu joues de 4 instruments. Oui. Est-ce que ça fait aussi de toi un chef d'orchestre dans l'entrepreneuriat ? Ouais, alors je joue pas de 4 instruments aussi bien. Je joue surtout, pas mal du violon et du piano, surtout du piano. Et puis j'ai fait un peu de guitare et de batterie quand j'avais 15-16 ans et les cheveux longs. Voilà. Donc c'est c'est une autre période, oui. C'est ça. Non mais oui, je pense que de manière générale la musique apporte j'ai envie de dire, une manière de penser additionnelle. Notre cerveau est capable de tellement de choses incroyables. Bon, voilà, en fonction des disciplines qu'on aborde, que ce soit du littéraire, du scientifique, de l'artistique, ou de la motivation pour le sport ou pour l'aventure ou pour je ne sais quoi, notre cerveau va développer des nouvelles connexions. Je pense que la musique, c'est une déconnexion additionnelle qui en plus ont l'avantage d'être à la fois rationnel et émotionnel. La musique, quand même, ça nous relie à l'infini. Enfin, quand on écoute une belle musique et qu'on a la colonne vertébrale qui vibre, je sais pas quel est notre lien à l'univers, mais là, ça devient quand même très, très, très émotionnel, physique et transcendantal. Donc, la musique a cette capacité-là à quand même nous faire voyager sur dans différents niveaux. Et intellectuellement, pour bien jouer de la musique, il faut vraiment beaucoup travailler. Et puis en plus, si on n'a pas bien travaillé, ça s'entend tout de suite. Oui, là, donc la sanction est assez immédiate et radicale. Donc je pense que la musique m'a beaucoup apporté en savoir relier l'émotionnel au rationnel, ne pas avoir peur de la créativité, de la création, de l'innovation. Puisque en fait la musique c'est beaucoup ça, surtout quand on se met à composer et pas seulement à être interprète, et puis en capacité de travail aussi, parce que c'est une très très bonne école pour apprendre que tant que c'est pas bon, c'est pas bon. D'accord. Donc il faut que ce soit parfait. Et puis en plus, alors ce qui est très très satisfaisant et qui provoque un plaisir immense, c'est quand justement on a dépassé toute la zone technique et qu'on entre dans la zone artistique, et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Beaucoup de travail et un peu d'art.
Et quand on met l'art au-dessus d'une technicité, d'un travail phénoménal, bien on arrive à faire des très très grandes choses. Mais alors par contre, des fois, on a tendance à ne voir que la partie artistique, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Ouais. En dessous de la partie artistique, pour que ça marche et pour qu'on voit quelque chose pour qu'on voit ou qu'on entende ou qu'on expérimente quelque chose qui nous transporte, voilà, c'est 90% de travail et 10% de plaisir et d'art en haut. Mais on peut pas juste faire le plaisir et oublier le travail, ça marche pas. Et justement, en parlant de travail, toi, tu as toujours su que tu voulais entreprendre quand tu as fait tes études aux États-Unis notamment. Est-ce que c'était un but pour toi de créer ou tu pensais intégrer une grande boîte Alors honnêtement, je savais pas bien ce que je ferais plus tard. Donc j'ai aussi pris un cursus qui m'ouvrait des portes. Donc j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de physique. Moi, j'avais fait des classes préparatoires en maths physique. Après, je suis rentré à Normal Sup en physique, en me disant bon. Alors en plus, j'adorais la physique. Enfin, j'ai toujours adoré la physique parce que encore une fois, ce qu'il y a de bien avec la physique, c'est que ça relie le monde, on va dire virtuel de la pensée et même des mathématiques au monde réel. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec Cédric Villani un jour à ce propos-là. Je lui dis mais Cédric, pour toi c'est quoi la physique? Il me dit la physique c'est une branche des mathématiques. Je dis ouais, c'est quand même la branche qui touche le sol. Enfin ça nous ramène. Il me dit tu as raison, c'est le tronc. Donc voilà, la physique ça relie quand même. Ça ancre un peu. Ça ancre, voilà. C'est-à-dire que en maths, on peut faire des calculs pendant des pages et des pages et arriver à un résultat sans pouvoir le comparer à ce qui nous entoure et savoir si c'est pertinent ou pas. En physique, on peut pas. Si on arrive au bout et qu'on a calculé qu'une pomme, ça fait 3 tonnes, on s'est trompé. Ou si on a calculé que la loi d'absorption de l'atmosphère fait que le ciel, il doit être rouge, on s'est trompé, sauf le soir. Il est bleu, normalement. Voilà, c'est la loi de Rayleigh d'absorption en oméga 4, et voilà, il faut faire les bons calculs pour arriver au fait que la seule lumière qui reste après, c'est le bleu. Donc voilà, on a des moyens de se raccrocher au réel grâce à ça, donc j'adore la physique. Voilà. Et du coup, on peut pas parler de toi sans évidemment évoquer Blablacar, qui a été du coup créé que tu as cofondé en 2006 sous le nom de covoiturage.fr. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ses débuts en fait, sur la genèse en fait de ce projet? Ouais, je pense que comme on a du mal à se rendre compte tout le temps qu'au tout début d'un projet qui est devenu grand, il y avait pas grand-chose. Ouais. Et il y avait 1 ou 2 ou 3 personnes assez motivées, enfin même très motivées. Et ça se fait par... c'est pas des recettes. Je pense que toutes les histoires de toutes les entreprises sont différentes parce que c'est des parcours uniques et puis c'est des circonstances. Donc, bon, moi, la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de partir sur Blablacar, c'est que c'était pour un besoin personnel, parce que je devais rentrer en Vendée. Je suis vendéen au départ, et tous les trains étaient complets. C'était pour les fêtes de fin d'année, et donc je me voyais déjà ne pas pouvoir rentrer en Vendée. Bon, je m'y suis pris tard, vers le 21 ou 22 décembre, pour descendre le 23 ou 24, c'est compliqué. Ouais. Et donc j'ai été obligé d'appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen à l'époque, et je lui ai demandé de faire un détour avec sa voiture pour passer à Paris, et me chercher et descendre en Vendée. Et là, en descendant sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, eh bien en fait on se fait doubler par les TGV. Okay. Et là, je dis à ma petite sœur, tu vois, je sais qu'il n'y a pas de place dans ce TGV parce que j'ai tout regardé, il n'y avait rien, tout était total complet. Et en même temps, je vois des dizaines, des centaines de voitures quasiment vides qui vont exactement dans le même sens que le TGV. Je me dis, mais en fait, des voitures pour aller en Vendée, enfin des places libres pour aller en Vendée, il y en avait plein, des milliers, mais elles n'étaient pas ou plus dans les trains, elles étaient dans les voitures. Donc, il faut juste qu'on trouve un moyen d'indexer toutes ces places libres dans toutes ces voitures pour pouvoir voyager. Et alors moi, j'avais réussi à trouver une place dans la voiture de ma sœur. Mais bon, il fallait connaître ma sœur. Ça fait pas un service, ça fait pas un business. Non. Et puis elle a fait un sacré détour aussi quand même. Oui, elle a pas fait, non plus le trajet le plus optimal. Bon, c'est vrai que c'est un détour de Rouen, mais c'est bon. On peut argumenter. C'est vrai qu'on peut couper, mais on peut argumenter que par Paris ça marche aussi. C'est quand même un détour. Voilà. Et donc je me suis dit, mais c'est bête comme chou cette idée. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Et là, j'ai pas dormi pendant 72 heures. J'ai cherché. En fait, j'ai trouvé que ça existait un peu en Allemagne. Mais en fait, rien qui
qui est aussi simple d'utilisation et aussi évident que le Blablacar d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était plutôt des petites annonces ou des choses où on ne pouvait pas forcément rentrer le point de départ, point d'arrivée et puis l'heure à laquelle on veut voyager. Alors que là maintenant c'est un vrai moteur de recherche et moteur de mise en relation entre les conducteurs et les passagers. Là aujourd'hui vous avez sur la plateforme à peu près 100 millions d'utilisateurs. Oui, dans le monde. Et en fait ce qui est chouette, c'est que justement tous ces utilisateurs ont un profil, ont des notes, et donc aussi il y a cette partie rassurante pour les utilisateurs. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que pour construire le réseau de covoiturage tel qu'il existe aujourd'hui, il y avait plein de composantes qu'il fallait aligner. C'est un peu comme un puzzle avec toutes les pièces. Et puis au final, quand on a assemblé toutes les pièces, ça marche. Et autant il y avait les pièces de la capacité, enfin bon déjà les trois technologies sous-jacentes qui sont les bases de données, les moteurs de recherche et la connectivité. Donc ça on a tout pour un service de mise en relation entre particuliers. Il y en a plein. Enfin, que ce soit Le Bon Coin ou que ce soit Vinted ou que ce soit tout un tas de services. Mais donc ça, c'est faisable technologiquement. Après, le paiement en ligne, c'est faisable aussi. Et d'ailleurs, l'habitude de paiement en ligne pour se déplacer, elle était là déjà, elle est là aujourd'hui, que ce soit pour réserver un train ou un autre moyen de transport ou un bus. Et puis ensuite, voilà, la capacité de créer des profils aussi, de faire des profils en ligne, elle est là et elle était là. Enfin, elle commençait, parce que Facebook, elle était même pas encore lancée quand j'ai commencé. Mais en 2006, il n'y avait pas encore. Moi, j'ai commencé à coder en 2004. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Facebook est apparu, je sais plus, dans ces eaux-là, je crois. 5-6, quoi, un truc comme ça. Oui, donc c'était très précurseur dans le côté mise en relation des personnes, finalement. Voilà, et donc il fallait construire cet autre aspect-là, qui était des profils de confiance. Et la capacité de savoir avec qui on va voyager à l'avance. Et évidemment, on a eu la possibilité de contacter les gens ensuite par téléphone, ce qui est très important parce que pour fixer un rendez-vous entre un conducteur et un passager, si on n'a pas le numéro de téléphone, c'est compliqué. Surtout sur le moment où on doit se retrouver à un endroit, que ce soit... Et qu'on capte pas bien, et qu'on peut pas aller sur l'appli. Bon, voilà. Et donc voilà, cette dimension confiance, on y a passé beaucoup de temps. Moi, je l'ai même théorisé, puisque j'avais créé un modèle qui s'appelait le modèle Dreams, avec un acronyme de 6 lettres où en fait on s'était rendu compte que pour que quelqu'un réussisse à construire sa confiance vis-à-vis de quelqu'un d'autre sur un service en ligne, il fallait que on ait 6 dimensions d'informations diffusées. Alors la première c'est déclaratif, donc voilà, nom, prénom, même photo, profession, enfin bon, des choses comme ça. Le R dans Dreams c'est pour rated, donc c'est tout ce qui est notation. Ça c'est très important. Le E c'est l'engagement, donc ça passe par un système de réservation, de booking, un engagement sur le futur. Le A c'est pour l'activité, donc on va voir que le profil, c'est quelqu'un qui était logué il y a 1 heure, qui s'est inscrit il y a 1 an et demi et qui a déjà fait 163 trajets. Bon, donc voilà, donc on a une notion d'activité et ça construit notre confiance aussi. Le M c'est la modération, donc ça c'est la plateforme qui apporte cette couche-là de modération. Et le S c'est pour social, c'est la possibilité de relier son profil à un autre profil de réseau social, que ce soit LinkedIn ou Facebook ou autre chose, ou Instagram. Et donc ces 6 dimensions-là, ensuite mises bout à bout, enfin ensemble sur un service, font que quand on découvre le profil d'une personne, on connaît plein de choses et notre confiance est bien accrue sur ce sujet-là. Et ce qui est une énorme différence, évidemment, par rapport à tout ce qui pouvait exister comme forme de mise en relation avant, où on n'avait pas d'informations. Et là, par exemple, on a le contrôle sur ces utilisateurs et les personnes qui transportent les autres, les demandeurs. Et comment tu fais pour pouvoir mesurer l'impact sur l'économie de carbone diffusée, sur tout ça? C'est des grands calculs, ouais. Donc on a fait une étude justement sur 85 millions de trajets et puis des dizaines de milliers de personnes sondées sur leurs habitudes. On a calculé que Blablacar permet l'économie de plus de 2 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est beaucoup, 2 millions de tonnes de CO2, on se rend pas bien compte. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, qui est à peu près à 1,3 million de tonnes par an. D'accord. Donc 2 millions, c'est beaucoup. Ça représente à peu près 3% des émissions du parc automobile français.
qui sont à 60-65 millions de tonnes par an. Et ça représente, alors beaucoup un petit peu moins, mais 0,3-0,4% des émissions globales de la France. La France, c'est 500 millions de tonnes émises chaque année. Donc, bon, évidemment, j'aimerais que ce soit 10, 15, 20, 50% des émissions en moins. Ouais, bien sûr. Mais c'est déjà quand même assez significatif. J'aimerais que ce soit plus. Mais et ça, c'est quelque chose, c'est marrant, c'est quelque chose qui nous a toujours motivés pour créer Blablacar. Ça n'a pas forcément été, c'est même toujours pas forcément la raison pour laquelle les gens font du covoiturage. Ouais, en c'est fait, ça. non, c'est-à-dire ça, c'est des premiers sondages que j'avais fait sur les raisons pour lesquelles les gens faisaient du covoiturage qui m'avaient un peu déprimé parce que moi, je le faisais pour justement me dire, bon, Ouais. on va réduire les émissions de CO2 quand on se déplace. Bon, au-delà de ça, évidemment, c'est un moyen convivial. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Blablacar. Hein. Oui. C'est parce que quand on s'inscrit, on choisit si on est plutôt blabla ou blablabla, ce qui permet de dire si on parle beaucoup ou pas en voiture. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, il y a le côté environnemental, le côté social, et puis évidemment le côté économique, puisqu'on partage les frais. Et en fait, c'est évidemment le côté économique qui fait le succès du service, puisqu'on partage des frais d'énergie, en fait, on partage les frais d'essence et aussi une partie on va dire, des frais d'entretien globaux du véhicule. Mais avec cette approche-là, quand on a fait le sondage, on s'est rendu compte que l'immense majorité des gens qui utilisent Blablacar donnent comme première raison les économies. Et puis l'aspect environnemental venait en troisième. Et alors en revanche, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est quand on fait les sondages anonymes auprès de dizaines de milliers de personnes. Sauf que quand on discute avec les personnes, elles vont plutôt nous dire ah non, moi je le fais parce que ça sauve la planète. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et quand c'est plus anonyme, les raisons changent un peu. Bizarrement. Et ça, tu penses que c'est culturel aussi? Est-ce que ça dépend des marchés? Parce que Blablacar est présent dans 22 pays. Ouais. Est-ce que justement l'aspect économie vient peut-être sur certains marchés? L'aspect environnemental peut-être plus pour les, je sais pas, dans les pays nordiques, ou est-ce que on peut mesurer ça ou... Ouais, je pense que de toute manière, on change pas. C'est pas juste l'irruption d'un service comme Blablacar dans un pays qui change la mentalité au niveau de la perception des enjeux environnementaux, notamment. Voilà, il y a des pays dans lesquels les enjeux environnementaux sont plus prégnants que d'autres dans la culture, et il faut un ensemble à la fois de services, mais aussi de communication et de prise de conscience pour que tout un pays change sa culture par rapport à cette perception-là de l'urgence climatique notamment. Donc on participe, je pense qu'on sensibilise aussi, parce qu'une fois qu'on a commencé le covoiturage, ça on le voit, les personnes développent la notion de capacité à partager plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs communs dans des services entre Le Bon Coin, Too Good To Go, Blablacar, Back Market. On sait que c'est un tout, c'est un comportement et que chaque service contribue à une nouvelle approche de la consommation, une meilleure consommation, un partage des ressources et une réutilisation des ressources aussi. Et justement, le covoiturage est devenu une pratique qui est de plus en plus établie, notamment à Paris pour les trajets du quotidien. Et là, j'imagine que tu as suivi les Jeux Paris 2024. Et donc, sur le périphérique, il y avait une voie qui était réservée aux véhicules accrédités et aux taxis. Il était question que cette voie reste pour les véhicules en covoiturage. Est-ce que tu en sais plus? Parce que moi, j'ai trouvé aucune info là-dessus. Non, j'en sais pas plus. D'accord. C'était pas toi qui étais derrière tout ça? Non, non. Du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Non. Ouais, non, c'est sûr que c'est ce genre d'initiative qu'il faut mettre en avant pour encourager le covoiturage. D'ailleurs, il y a quelques voies qui existent comme ça à différents endroits en France. Mais c'est vrai qu'on n'est pas autant équipé, par exemple, bizarrement, que les États-Unis, qui sont très équipés dans les zones où il y a beaucoup de trafic. Voilà. Mais alors, ils peuvent se permettre parce que ils ont 3-4 voies dans un sens et 3-4 voies dans l'autre. Donc, ils peuvent en dédier une au covoiturage. Nous, très souvent, nos routes, déjà, quand elles ont 2 voies, on est content. Donc, si on en met une pour le covoiturage spécifiquement, ça va être compliqué. C'est mieux quand on en a 3. D'accord. Et si on parlait un petit peu de Dift, oui. Cette nouvelle société que tu as créée il y a maintenant 1 an et demi. Oui, presque 2. Oui. Presque 2 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept? Oui, alors le concept, c'est encore essayer de leverager, puisque c'est le mot en bon français, la technologie
pour apporter un changement de comportement et utiliser les technologies de plateforme qui sont une capacité à mobiliser un nombre très important de gens et de moyens grâce à une nouvelle manière de concevoir un sujet. Et donc, DIFT permet aux entreprises de s'impliquer en impliquant leurs clients pour aller financer des associations à impact dans le domaine social ou environnemental. Alors, comment ça se fait? Alors déjà, DIFT, ça veut dire don plus gift. Donc, c'est un don cadeau. Gift, c'est cadeau en anglais. Et donc, c'est la fusion du mot don et du mot gift, et ça fait DIFT. Et ça permet de combiner plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, le but final est d'amener des ressources nouvelles aux associations qui, sur le terrain, font tout ce qu'elles peuvent pour aller résoudre très souvent des problèmes de la société, que ce soit dans le domaine environnemental, social ou en santé. Et d'y amener, j'ai envie de dire, un élan et un bonheur nouveau à faire cela, à savoir qu'on associe ça au cadeau. Et donc, quelque part, faire du bien en allant allouer des ressources supplémentaires à des associations, en fait, ça fait plaisir. Donc, c'est allier le plaisir, enfin l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. C'est vraiment un cercle vertueux parce que même les personnes qui réceptionnent ce DIFT, le fait d'investir et de donner à une association, c'est une certaine satisfaction et ça nous fait du bien à soi aussi. Donc, complètement. Ouais. Il y a beaucoup de plaisir quand on donne, en fait. Et en plus, non seulement il y a du plaisir, mais il y a de la mémorisation. Quand on fait un acte de générosité en tant qu'individu, eh bien, on se souvient de tout ce qui se passe à ce moment-là. On se souvient où, quand, comment, pourquoi, à qui, et la quantité, du montant et dans quel but. Enfin bon, ça cristallise ce moment-là. Et en plus, ça rend heureux. Il y a même des études là-dessus. Harvard a fait des études où en fait, ils prennent à la fois ils font 2 expérimentations. D'un côté, ils ont des gens à qui ils donnent $10 et ils leur disent va t'acheter ce que tu veux avec, et d'autres personnes à qui ils donnent $10 en disant va les donner à quelqu'un. Et ils font des études sur les mois qui suivent pour voir comment les gens se sentent au niveau bonheur. Et les courbes se divergent complètement. Divergent, ouais. Et ceux qui ont donné $10 sont beaucoup plus heureux que ceux qui ont acheté, je sais pas quoi, n'importe quoi avec leurs $10. Donc tu vas créer du bonheur en fait finalement avec des... Ok, c'est génial. Et comment les associations peuvent faire partie de ce portefeuille justement sur DIFT pour pouvoir recevoir des dons? Parce que moi, j'en connais plein qui seraient ravis justement de faire partie de l'aventure. Ouais. Alors, les critères. Il faut candidater. Puis de toute manière, j'ai envie de dire aussi, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais. Donc, il faut jouer déjà. Donc, comment on joue? On va sur DIFT et puis sur dift.com et on propose son dossier en tant qu'association. Alors, il faut être d'intérêt général. Et puis aussi, nous, derrière, on a une quinzaine de critères qui visent à vérifier le sérieux et l'efficacité des équipes, des associations qui candidatent. On a créé tout un système de filtrage, de sélection avec l'Institut IDEAS, qui est spécialiste justement dans le domaine de la compréhension et de l'audit des associations. On vérifie que ce sont des équipes qui savent suivre leurs indicateurs d'impact, qu'il y a une bonne gouvernance dans l'équipe. Enfin voilà, tout un tas de critères qui font que ce sont des structures fiables et qui agissent sur le terrain. Après, l'avantage évidemment, c'est que une fois qu'elles sont sélectionnées, elles ont des nouvelles sources de financement qui ne leur demandent pas beaucoup d'efforts. Contrairement à beaucoup de sources de financement des associations, il y a des associations qui passent 50% de leur temps à lever des sous. Dans la collecte aussi, dans la rue. Et ça prend énormément de temps, donc c'est autant d'énergie perdue pour la cause, j'ai envie de dire, puisque lever de l'argent, ça prend du temps et c'est pas ça qui fait avancer la cause. Enfin, une fois qu'on a l'argent aussi, mais après, ce qui compte, c'est d'utiliser cet argent-là à bon escient. Donc nous, on est un moyen pour toutes ces associations-là de récupérer de l'argent avec beaucoup moins d'efforts. En revanche, évidemment, les efforts sont portés sur le sérieux et l'efficacité de l'association et sur l'action terrain qui est effectivement bien menée, bien mesurée et la plus efficace possible par rapport aux euros investis. Donc, sur les dernières années, on a eu plus de 1000 associations qui ont candidaté pour être sur le portail de DIFT. Et on en a, alors cette année, on en a sélectionné 75.
Donc évidemment, les critères sont bien élevés, mais c'est aussi ça qui fait la grande qualité du catalogue d'actions qu'on propose, notamment aux entreprises, et c'est ça qui fiabilise énormément la relation qu'on peut avoir avec les entreprises qui financent les projets sur la plateforme, parce qu'ils savent exactement que l'argent qu'ils vont verser va être bien investi. Et donc ensuite, ces entreprises-là vont allouer des budgets. Alors ça peut être 2 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros. Enfin, ça peut être des montants très conséquents parfois. Mais derrière, ces entreprises-là vont à la fois présélectionner des associations dans le catalogue dont elles sont sûres que ce sont des associations fiables et proposer cet échantillon d'associations à leurs clients qui eux-mêmes vont voter pour leur cause de cœur, que ce soit pour aller retirer du plastique des océans, ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, préserver une espèce de biodiversité qui est en voie de disparition, voilà, ou de la réinsertion par le travail. C'est comme une présélection en fait en fonction des valeurs de l'entreprise aussi. Oui, notamment, voilà, ça permet aussi à l'entreprise d'affirmer les valeurs qui comptent pour elle, qui sont assez souvent reliées au type d'activité que l'entreprise fait. Pas toujours, mais disons qu'en tout cas, très souvent, là maintenant, les entreprises se définissent aussi par les actions sociétales et le bien commun qu'elles ont envie d'accentuer. Donc ça fait partie du positionnement image des sociétés aujourd'hui, donc ça leur permet d'aller choisir les associations qui correspondent à ces actions. Et puis ça ramène beaucoup d'humains entre l'entreprise et ses clients aussi, et ses partenaires. Ça, justement, on œuvre pour le bien commun, mais tout en ramenant de l'humain dans cette relation-là, et c'est ce qui manque souvent dans les relations professionnelles finalement. Oui, et ça répond à une attente. Alors, d'une part, effectivement, ça crée une empathie additionnelle, une relation additionnelle entre les personnes des entreprises et leurs clients. Parce que bon, en plus, c'est un cadeau, le DIFT, qu'on peut faire avec un retour, c'est digital. Donc, quand j'offre un DIFT, la personne à qui j'ai offert un DIFT va pouvoir me laisser un message en me disant merci Fred, moi j'ai soutenu la réinsertion par le travail parce que j'ai un cousin à qui c'est arrivé et c'était vraiment super qu'il soit aidé par une association, qu'il a aidé à retrouver un travail. Bon, ça peut être des choses, justement des sujets personnels qui sont évoqués dans le milieu professionnel, donc ça humanise énormément les relations, ça humanise le milieu professionnel. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça humanise le capitalisme, mais je l'espère quand même. C'est le début, c'est que le début. C'est le début. En tout cas, ça ajoute une dimension qui est très porteuse de sens dans un milieu professionnel qui parfois le cherche ou parfois en manque, dans tous les cas. Et quand on voit les attentes de la nouvelle génération, c'est extrêmement important aussi, à la fois pour les entreprises, pour faire le bien commun, mais aussi pour attirer les bons candidats et donc faciliter leur recrutement, pour améliorer leur relation à la société et donc l'image qu'elles ont avec leurs clients et les projets qu'elles développent. Et puis c'est extrêmement satisfaisant parce que derrière c'est de l'action terrain, donc c'est du vrai, c'est du concret. On est capable de dire oui, ce mois-ci on a retiré 12 tonnes de plastique de tel endroit dans l'océan. Oui, l'impact est mesurable finalement. L'impact est mesurable, ouais, donc ça fait très plaisir. Et du coup, les entreprises, comment vous faites pour les convaincre de faire partie de l'aventure DIFT ? On va les voir. Généralement, le concept séduit beaucoup. Donc aujourd'hui, on a 260 entreprises qui sont partenaires de DIFT. On a une centaine d'associations qui ont été financées. On a contribué à aiguiller 10 millions d'euros. Donc certes, c'est un début, mais c'est déjà très prometteur. Alors, on s'est fixé de distribuer 1 milliard sous 5 ans. Donc on a du boulot. Mais cela dit, bon, c'est pas des montants inatteignables dans la mesure où on parle d'une plateforme technologique qui justement permet de démultiplier les efforts qui peuvent être faits par les entreprises d'un côté et par les associations de l'autre. Les montants de dons et de mécénat au niveau national en France, c'est 8 milliards et demi chaque année. Quand évidemment aux États-Unis, enfin je dis évidemment, mais en tout cas aux États-Unis c'est 500 milliards, donc il y a un facteur 60 entre les dons en France et les dons aux États-Unis, mais je pense qu'on a un moyen de démultiplier évidemment ces montants-là en impliquant plus les entreprises qui elles-mêmes y trouvent leur intérêt, non seulement parce qu'au niveau personnel, les gens qui dans les entreprises décident d'allouer une partie de leurs ressources à l'action sur le terrain vont ressentir une satisfaction additionnelle, mais aussi parce que ça leur permet de se positionner en tant que marque, en tant qu'entreprise, beaucoup mieux intégrée dans la société et puis avec une meilleure relation avec leurs clients.
Donc voilà, on espère beaucoup que ce mécanisme-là permette de débloquer beaucoup plus de fonds dans la mesure où, je vais citer deux tendances de fait. On a aujourd'hui 93% des gens qui sont frustrés par rapport à toutes les préoccupations environnementales et sociétales auxquelles on est exposé chaque jour, et qui sont frustrés. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas comment réagir à ça. Donc c'est une source de stress, hein. Ça va jusqu'à l'éco-anxiété, bon, c'est très très puissant. Pourquoi ? Parce que c'est même le principe même du stress, hein. Enfin, on peut remonter jusqu'au stoïcisme, mais le stress provient d'une pression que l'on subit et sur laquelle on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Donc on est totalement en stress et puis en contraction de possibilités. De pas pouvoir maîtriser, en fait, voilà, on ne maîtrise pas, et donc ça nous crée une forme de peur et donc d'anxiété. En même temps, on a 90% aujourd'hui de nos concitoyens qui pensent que c'est aux grandes entreprises et aux marques d'agir. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, on pourrait se dire, c'est aux États d'agir, mais en même temps, on est déjà à la COP28, avec des conclusions de la COP28 qu'on aurait pu faire à la COP1, à savoir que le Nord doit aider le Sud pour les conséquences. Donc, on se dit, bon, les États, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais grosso modo, le dérèglement climatique qui continue, malgré tout ce qu'on essaye de dire ou de mettre en place. Donc, naturellement, en tant qu'individu, on va reporter quelque part nos attentes sur d'autres grands acteurs en se disant, bon, moi, j'ai compris, il y a des grands problèmes. Qui va résoudre les grands problèmes ? Les grands acteurs. Et donc, assez vite, ça retombe sur les entreprises. Pourquoi ? Parce que on se dit, ces grandes entreprises-là qui passent leur temps à nous montrer qu'elles sont grandes, puissantes et internationales, on attend d'elles qu'elles aillent résoudre les problèmes qui sont grands, puissants et internationaux. Parce qu'on met un grand sauveur face à un grand problème. C'est un peu ça la réaction. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a un peu de pression sur les milliardaires ou des choses comme ça. Et il y en a qui prennent les devants, hein. Bill Gates, il alloue quand même 50 milliards pour aller lutter contre la pauvreté et la maladie, et puis aussi trouver des solutions pour générer de l'énergie de manière plus clean, pour émettre moins de CO2 évidemment, voire pas du tout. Tous les travaux qu'il fait sur le nucléaire avec TerraPower en ce moment, enfin on voit d'ailleurs ça commence à arriver. Voilà, donc les grands alors les milliardaires peuvent prendre les devants et le faire. Les grandes entreprises, elles aussi, sont conscientes qu'elles doivent contribuer parce qu'on est tous sur la même planète et qu'il faut bien qu'on s'arrange pour vivre ensemble du mieux possible. Voilà, parce que avant qu'on arrive à faire une planète B avec Elon Musk, on aura eu le temps de mourir 3 fois. Donc, de toute manière, il faut bien s'occuper. Autant tout miser sur celle-ci. Oui, voilà. On n'en a pas d'autres, en fait, en vrai, pour l'instant. On n'a pas. Mais surtout que les entreprises ont quand même, au-delà de l'image qui est quand même positive d'investir, enfin d'aider ces associations-là, elles ont un avantage financier aussi. Oui, qui n'est pas négligeable. Tout à fait. C'est-à-dire que, alors, toutes ne le font pas pour ces raisons-là, mais enfin, de toute manière, c'est pas forcément. Mais parce que il y a aussi des grandes entreprises qui sont déjà au max de ce qu'elles peuvent déduire, et qui participent au programme tout simplement parce que elles se disent qu'il faut que de toute manière elles fassent plus. Donc il y a une partie d'entreprises qui effectivement utilisent la défiscalisation pour justement alléger évidemment leur contribution financière tout en ayant un fort impact, mais en même temps c'est pas la motivation première. Ce qu'on constate, c'est que la motivation première, c'est les gens qui ont envie d'agir dans les sociétés et qui se disent je suis dans une situation où effectivement on peut se permettre, nous en tant que société, d'aller contribuer au bien commun, et il faut qu'on le fasse parce que si on le fait pas, qui le fera à notre place? Et d'où la raison, d'où l'intérêt d'aller évidemment humaniser les relations professionnelles et les rapprocher quelque part du cœur et de l'empathie qu'on peut avoir pour les problématiques extérieures au monde de l'entreprise. D'accord. Donc c'est aussi cette contribution-là que DIFT apporte entre les entreprises et les associations. Au-delà de tous ces projets entrepreneuriaux, tu co-présides France Digital. Et d'ailleurs, il y a eu le France Digital Day il y a quelques jours. Oui. Quelles tendances vraiment sont ressorties, se sont démarquées ? Alors, on a eu une vague là sur les 3-4 dernières années où en fait il y a eu une forte accélération post-Covid
de tout l'écosystème tech. La raison principale étant que il y a une prise de conscience de l'intérêt de pouvoir notamment collaborer à distance quand on peut plus se déplacer. C'est aussi simple que ça. Et que tout ce qui est système de communication est extrêmement utile dans ces cas-là. Donc, il y a une forte accélération des investissements, des projets, des solutions technologiques. Enfin, on se pose plus la question aujourd'hui de savoir si le vidéo conferencing, ça marche. Enfin, les vidéoconférences, ça marche. Donc, maintenant, tout marche. On a le son, on a la visio, enfin, tout fonctionne. Donc, ça, c'est un aspect, mais il y a aussi eu, de manière générale, un effet plus large sur les investissements dans toute la tech. Là, il y a eu un ralentissement sur les derniers 18 mois, on va dire. Et on est retourné à des niveaux alors qui sont supérieurs à ce qu'on avait en 2019, mais qui sont pas dans la lignée de l'envolée qu'il y avait eu en 2020-2021. Donc l'écosystème français a beaucoup maturé. Alors on le voit parce que France Digital a une douzaine d'années là maintenant, donc on a le recul nécessaire pour voir ce qui s'est passé. On a un écosystème très structuré aujourd'hui dans la tech. On a alors ce qu'on appelle les licornes, même si l'indicateur licorne est toujours discutable parce qu'on parle de valorisation et pas forcément d'action, mais bon, ça c'est autre chose. Mais disons quand même, ça donne un ordre d'idée. Globalement, voilà, un ordre d'idée, un ordre d'échelle de ce qui s'est passé. On a 20 000 startups, encore 3 500 créées l'année dernière. C'est toujours en croissance, c'est toujours avec la possibilité avec notamment une partie du chiffre d'affaires qui vient de l'international qui grandit. Donc c'est aussi des sociétés qui s'exportent, c'est aussi des sociétés qui créent de l'emploi. On compte 1 300 000 emplois directs ou indirects créés par la tech en France dont 200 000 créés l'année dernière. Donc on est quand même sur une forte croissance. Donc voilà, il y a un rattrapage au niveau des financements, mais il y a une grande tendance. Et puis il y a évidemment l'IA justement. Donc il y a l'intelligence artificielle qui est la grande tendance depuis maintenant 12-18 mois, dans laquelle la France essaye d'être présente au maximum avec une vraie expertise, avec des moyens, alors certes qui ne sont pas à la hauteur des moyens que les États-Unis peuvent déployer aujourd'hui, mais quand même avec une vraie prise de conscience de ces enjeux-là, et puis aussi une approche qu'on essaye la plus éthique possible, même s'il faut favoriser et encourager l'innovation, il faut aussi faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec cette nouvelle possibilité qui peut avoir des répercussions sur toute l'humanité. Et d'ailleurs, côté éthique, est-ce que France Digital a une action particulière pour la sélection des startups ou pour les aider à se développer dans le secteur de la dimension inclusion et handicap, par exemple ? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on met en avant toutes les solutions qui sont, on va dire, impact by design. Donc, on a le mapping des startups à impact. On a remarqué déjà qu'entre 2022 et 2023, ça fait x2. On avait 600 à peu près startups à impact en 2022. On en a recensé 1150 en 2023. Donc, on met en avant ces initiatives-là. Je parle d'impact très très global. Donc on n'a pas forcément une approche spécifique sur le handicap ou l'inclusion, on a plus une approche globale sur toutes les sociétés impact by design. Alors, en encourageant cela, pourquoi ? Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est la mission qui nous mobilise au maximum. Donc l'idée c'est d'encourager les entrepreneurs à faire des solutions qui sont vraiment utiles à la société de demain qu'on a envie de voir. Et est-ce qu'il y a une innovation justement sur le handicap et la tech qui... Wondercraft. Quand même complètement dingue. C'est incroyable. Hallucinant. Je suis d'accord avec toi. Porter la flamme grâce à l'exosquelette, c'est quand même le tout nouvel exo. Moi, je marche avec eux depuis 3 ans. Ah oui. Donc, je connais très, très bien Wondercraft. D'accord. Et c'est absolument incroyable. C'est fou. Hein. C'est fou. Ça, c'est une révolution. Voilà. Et la grande difficulté, évidemment, alors on retombe là-dedans, par rapport à la tech, c'est que la tech, ça demande des investissements pour créer une innovation au départ. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de R&D. Et pour justifier généralement ces financements-là, il faut que derrière, il y ait un marché, donc c'est-à-dire beaucoup de gens qui soient concernés par la solution. C'est-à-dire que si on crée un produit extrêmement pointu, compliqué et cher
pour 10 personnes derrière, en fait, il y a pas de marché. C'est difficile de trouver des investissements parce qu'on n'arrivera jamais à les rentabiliser. Et donc c'est là toute la difficulté. Et là, je pense que Vandercraft est en train d'arriver dans une zone où effectivement, ils ont un produit qui peut être utilisé par suffisamment de monde derrière pour 30 millions de personnes à mobilité réduite. Dans le monde. Dans le monde, ouais. Et ouais. Donc ça c'est quand même assez révolutionnaire. Ouais, c'est révolutionnaire. Ouais. Je me souviens qu'on leur avait remis un prix au Tech for Good Awards déjà il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est bien, ça avance bien. Génial. Et si tu devais donner 3 conseils à de jeunes entrepreneurs pour se lancer? Alors, comme j'en avais plus que 3, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mission Blablacar, dans lequel je dois en donner à peu près 300. Mais là, des conseils vraiment pour se lancer, pour ceux qui hésitent, qui se disent par exemple, je suis pas capable, je trouverai pas financement. Alors, je pense que la première chose, c'est de ne pas avoir peur de parler de son idée quand on a une idée. Parce que c'est comme ça justement qu'on la fait progresser. C'est par les retours des autres qu'on arrive à converger vers quelque chose qui va être acceptable par le monde qui nous entoure. Donc, il faut apprendre à en parler et pas se dire je vais le garder dans mon coin, sinon je vais me faire piquer l'idée. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de bien s'entourer. Parce que c'est dur et que tout seul, c'est encore plus dur. Donc, il faut quand même aller chercher des personnes qui sont à la fois complémentaires, mais qui croient au projet autant que nous. Parce que, évidemment, ça, c'est l'autre aspect, mais la passion et l'énergie qu'on peut déployer et la passion qu'on peut avoir pour le projet sont extrêmement importantes pour notre capacité à réussir, parce qu'il va falloir passer beaucoup d'obstacles, et si on n'est pas ultra motivé, et notamment, donc ça veut dire si on n'a pas une vision qui nous motive énormément, on risque de rester sur un obstacle et de ne pas réussir à le passer parce qu'on n'a pas la motivation suffisante. Donc voilà, je dirais parler de son idée, bien s'entourer, s'assurer de sa réelle motivation pour la réalisation du projet. C'est pour ça que quand on a, justement dans tout le concept des startups Impact by Design, quand on est motivé par quelque chose qui a de l'impact, c'est-à-dire qui nous dépasse, qui dépasse notre propre petite personne, eh bien, on arrive à trouver normalement ces ressources-là, non seulement parce que nous, ça nous donne de l'énergie, d'avoir envie de se rendre utile au monde qui nous entoure, mais en plus, ça nous permet de fédérer. Voilà. Donc, il faut aussi apprendre beaucoup à pitcher son idée et à pitcher à des gens très différents. Donc, connaître tous les aspects de son projet pour être capable de présenter les facettes qui vont faire tilt avec l'interlocuteur qu'on a en face. D'accord. Parce que les pitchs sont différents suivant les gens qu'on a en face de soi. Okay. On ne va pas parler de la même manière du projet à un futur client, à un futur collaborateur ou à un investisseur. Ou à qui va être mon associé, par exemple. Par exemple, voilà. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, la grande difficulté de faire un pitch que plusieurs audiences vont entendre. C'est qu'il faut à la fois mettre des arguments qui font tilt pour telle ou telle audience, faut ajuster mais en même temps, il faut avoir quelque chose de suffisamment générique, général, pour que ça emporte tout le monde. Donc c'est un exercice de pitch comme ça, c'est difficile. Les pitchs en face à face avec quelqu'un, c'est plus simple parce que déjà on a les yeux, on voit ce qui marche pas en fonction de l'approbation ou non de l'interlocuteur, et puis on sait généralement à qui on s'adresse, et donc on peut aller chercher les bons arguments. D'accord. Et on a assez parlé de toi. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de moi. Donc ici, on aime bien casser les codes dans les dialogues. Donc c'est à toi de prendre la parole et je te laisse me poser 3 questions. 3 questions. Parce que tu veux, voilà. Je réponds à tout. Alors, à mon tour. Je t'écoute. Si tu pouvais changer une chose dans ton environnement quotidien, ce serait quoi? L'accessibilité. L'accessibilité, c'est clairement... En fait, quand on se retrouve à mobilité réduite, on découvre un monde parallèle qu'on ne connaissait absolument pas et on se rend compte que rien n'est adapté. C'est-à-dire au-delà de la mobilité, de l'accès dans les bâtiments, des marches, des portes lourdes, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, il y a aussi tout un quotidien qui est facile pour une personne lambda, mais quand on se retrouve, notamment dans mon cas en fauteuil, on se rend compte que pour l'accès aux soins, c'est compliqué, l'accès au sport, aux activités sportives, c'est compliqué, à l'emploi, au voyage, etc. Donc moi, ce que je changerais, c'est clairement ce rapport-là à l'accessibilité. Et je pense que les choses évoluent, certes, lentement, mais elles évoluent.
Et moi, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu un rêve d'avoir une sorte de livre magique où j'appuyais et ça me téléportait dans un pays différent, et j'avais cette notion de transportation, de pouvoir accéder à tel ou tel endroit. Et là, depuis que je me retrouve en fauteuil, c'est vrai que j'adorais avoir ce livre-là, parce que parfois, c'est un peu le parcours du combattant pour se déplacer, Alors, et notamment à Paris, quoi. la téléportation, là, t'en demandes beaucoup. Ouais. Hein, parce que, bon... en revanche, ouais, l'accessibilité d'un petit peu tout, c'est faisable, et il faut que ça devienne la norme partout. C'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, voilà, à commencer par les escaliers, ça n'a pas été pensé pour les personnes à mobilité réduite. Bon, c'était un moyen simple de passer d'un étage à un autre, mais c'est vrai qu'il faut aller plus loin pour rendre tout accessible partout. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait sourire dans ta journée, quel que soit le moment de la journée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche un sourire? Bon, moi, je souris assez facilement, donc ça te déclenche assez rapidement. Mais ça va être quand je vois quelqu'un qui fait une bonne action, qui va être, je sais pas, une petite fille avec sa maman, avec des petites choses comme ça. Ça va être aussi quand je croise quelqu'un qui me fait un sourire, parce que c'est vrai que depuis que je suis en fauteuil, le regard des gens a tellement changé. Et malheureusement, c'est toujours, parfois, toujours bienveillant, mais parfois trop bienveillant. Et on a toujours ce regard de la pauvre, c'est dommage, machin. Enfin, un petit sourire de compassion. Et donc, bon, bah là, je souris, parce qu'au départ, je le prenais un peu mal, parce que je me disais, bon, bah, ça va, je suis autre chose que une petite chose en fauteuil, voilà. Mais maintenant, je prends un peu de recul sur tout ça. Et au contraire, quand je vois des personnes, je leur souris, et puis ça passe. Et puis je pense que sourire, ça donne un peu du peps à tout le monde, et c'est gratuit. Ouais. Et ça fait du bien. Et c'est marrant parce que j'interagis pas mal avec Philippe Croison là, en ce moment. Ouais, je le connais bien parce aussi. qu'il va venir dans... Tu sais, j'ai une émission qui s'appelle Les Pionniers, sur BFM. Donc il va venir bientôt. Et c'est incroyable. Alors lui, il est passé par toutes les phases mentales, je pense, suite à son accident. Et c'est incroyable l'énergie avec laquelle il ressort de cette phase de 10 ans, qui a été évidemment traumatisante, mais il s'en est sorti par l'action, par l'exceptionnel aussi de ce qu'il a réussi à faire. Et du coup, son enthousiasme et son optimisme est contagieux de manière incroyable. Et tu vois, ça nous montre à quel point, quand on peut faire des choses, on doit les faire, et qu'on n'a pas à se plaindre. Enfin, personne à se plaindre. On peut avancer, quelle que soit l'adversité. C'est vraiment le mental qui prend le dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pareil, le regard de l'autre qui change quand tu te retrouves handicapé, c'est quelque chose que tu peux transcender par justement l'humour, parce que je pense que ce regard-là, il est principalement lié à une forme de gêne, aussi de l'inconnu, parce que justement c'est pas assez inclus dans notre quotidien pour que ce soit normal. C'est exactement ce que je fais au quotidien, c'est que je prends ça avec humour et autodérision, justement parce que le handicap fait peur. Les gens ont peur d'être maladroits. Après, je blâme personne, parce que moi, avant d'être en fauteuil, dès que je voyais quelqu'un qui était handicapé, je tournais la tête, parce que je savais pas du tout comment aborder la personne. Donc c'est humain. Ouais, t'as vécu les deux, donc voilà, quand on connaît pas, quand on n'est pas confronté à une situation, on peut pas savoir, on peut pas bonne Mais du coup, je tourne à l'autodérision, et c'est pour ça que sur mes réseaux aussi, je sensibilise beaucoup, parce que ça permet aussi d'éduquer, de donner les bonnes pratiques. Quand on veut aider quelqu'un, quand on souhaite justement pousser un fauteuil, alors que il faut surtout pas, parce que parfois ça peut être dangereux. Donc voilà, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais il y a aussi une question globale de la manière avec laquelle on inclut dans notre société les personnes à mobilité réduite ou les autres formes de handicap. Si on compare la France aux États-Unis ou au UK par exemple, en Angleterre,
c'est aussi la manière avec laquelle on a réussi à intégrer et accueillir notamment tous les blessés de guerre qu'on a eus au cours des différentes guerres qu'il y a pu avoir, où dans les pays anglo-saxons, il y avait une culture de héros revenus de la guerre et qui est inclus dans la société. Et nous, on n'a pas aussi bien réussi à intégrer les personnes qui revenaient de la guerre en étant amputées ou d'autres choses. Et je pense qu'il faut qu'on corrige ça. Alors ça va mieux, hein, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, je vais te poser une question, ma dernière question, qui est la question que je pose généralement à mes invités dans Les Pionniers. Je leur demande quelle est la phrase qu'ils ont envie d'adresser au monde, sachant que il faut se mettre mentalement dans la situation où les 8 milliards d'êtres humains écoutent ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a tendance, en fait, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout planifier, tout contrôler, mais qu'en fait, finalement, la vie a toujours plus d'imagination que nous, et que malgré une situation qui peut nous arriver, un fracas, un drame, quel que soit le niveau, ça va mettre du temps. Il va y avoir plusieurs phases, justement, d'injustice, de déni, de colère, et mais je pense c'est les 5 phases. Voilà, avant l'acceptation. Mais je pense que, je suis assez bluffée de ce que l'humain peut, la capacité d'adaptation de l'humain face à n'importe quelle situation finalement. Là, on parlait de Philippe Croizon. Je connais pas mal de personnes en situation de handicap ou autres qui ont vécu des choses tragiques. Et je trouve qu'on peut quand même rebondir. Et moi, aujourd'hui, j'ai une vie quand même beaucoup plus riche qu'avant finalement. Donc, il faut pas... tout ça pour dire qu'il faut pas s'avouer vaincu, se dire que c'est fini, qu'on va pas y arriver. Et qu'au contraire, le temps aide beaucoup et qu'on peut avancer. Donc, je sais pas si les 8 milliards de personnes m'écouteront, mais c'est le message que je souhaitais leur adresser. Bon, très bien. Et puis en plus, si j'avais pas eu cet accident, typiquement, je serais pas hôte de ce podcast et j'aurais pas pu te rencontrer. Ah voilà. Donc tu vois, c'est une bonne raison aussi. Oui, et puis rencontrer toutes les autres personnes, découvrir en fait. C'est aussi le partage, un prétexte pour aller à la rencontre de l'autre en fait. Hein, exactement. De se servir même de la voix, du partage pour faire avancer les choses en fait. Très bien. Alors qui conclut le podcast du coup, parce que c'est moi qui ai posé les questions, c'est toi qui les as posées avant. T'en as une dernière pour moi ou... Ouais. Moi j'ai une question que j'aime bien, que j'ai du mal à prononcer, mais que j'aime bien. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Oui, Nancy, je me suis retrouvé, je suis allé au zoo de la Flèche, et je me suis retrouvé un matin dehors, en pleine nuit noire, à devoir passer un coup de fil, et à être à 4-5 mètres, je logeais sur place, et à être à quelques mètres d'un lion qui a rugi dans le noir à 7h du matin. Et là, j'étais au téléphone, je me suis dit, bon, de toute façon, ce genre d'animal, il te repère à 3 km, donc... Ça sert à rien de rentrer. Voilà, il sait où je suis, s'il veut m'attraper, ça va pas durer longtemps. J'espère qu'il a bien mangé. J'espère surtout qu'il y a des barrières autour, mais je les voyais pas. Et ouais, c'était la première fois que, en fait, bon, je sais pas si tu as déjà entendu un rugissement de lion, mais c'est pas une bête comme les autres. Ça fait un bruit, là, de manière atavique, j'ai envie de dire. Tu ressens que tu es en danger. Tu te dis, ouf, je sais pas ce que c'est que ce truc. Enfin, là, je savais parce que j'étais pas loin de l'enclos des lions. Oui, ça change du cri du coq le matin. Ah oui, puis c'est pas un cheval, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un truc. Ça vient, c'est bien grave, bien profond. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Et tu te dis que tu peux te faire bouffer. En plus, je voyais rien. Puis tu te dis, ah tiens, je peux peut-être allumer ma lumière de portable. C'est pire. Youhou, je suis là. Je suis là. Donc voilà, ouais, non, je me souviens de cette petite peur-là que j'ai suivie. Je me dis, en fait, je n'ai jamais entendu un lion rugir d'aussi près. Et c'est vrai que c'est impressionnant. D'accord. Original. Écoute Frédéric, je suis
ravie de cet échange-là. Merci d'avoir accepté mon invitation et je peux du coup confirmer que tu as bien l'humour, comme tu me demandais au début de l'entretien. Voilà. Tu vas accepter ma connexion LinkedIn alors? Oui, je pense que oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.